Voilà, il m'incombe donc de terminer cette conférence en parlant de ce qui se passe et comment on imagine pouvoir faire face et quel niveau de préparation on peut avoir au niveau des services d'urgence et de l'entier de l'hôpital. Question assez complexe. Alors, la crise à l'hôpital neuchâtelois, je ne vais pas parler de la crise larvée qu'on connaît depuis une vingtaine d'années. On devrait être surentraîné à la crise, en fait, dans cet hôpital. Moi, je suis genevois, je ne suis pas issu complètement de ce canton, mais j'ai appris pas mal de choses. Je ne vais pas parler de ça ce soir, on ne va pas faire de polémique, on va parler un petit peu dans la continuité de ce dont nous parlaient nos collègues. Alors, j'ai parlé récemment à des connaissances qui m'ont dit « mais tu n'as pas autre chose à faire que de préparer un truc qui ne va jamais arriver ». Alors évidemment, c'est vrai qu'en médecine, et peut-être pour les autres aussi, ce genre de situation, on espère que ça n'arrivera jamais. Donc on se prépare, on se forme, on prend du temps, on fait des plans en espérant que ça n'arrive pas. Parce qu'être prêt effectivement à un événement de type attentat de Paris, Londres, etc., c'est quand même très compliqué. Même les Israéliens qui devraient être surqualifiés et qui sont parmi les experts mondiaux en gestion de catastrophes le disent. Chaque fois, c'est différent, chaque fois, on apprend et chaque fois, on fait des erreurs. Alors, simplement, de manière prosaïque, on a une obligation légale. Ça commence peut-être pas comme ça. Moi, je lis tous les soirs pour m'endormir la loi de santé neuchâteloise. Et si vous arrêtez à l'article 120, les institutions, personnes, services et organismes intégrés au service de secours sont tenus de se préparer et de se former aux missions qui leur sont dévolues. C'est très vague, mais en gros, tous les hôpitaux en Suisse qui sont sur les listes hospitalières doivent se préparer dans une certaine mesure à la gestion de la catastrophe, la gestion de crise en général. Alors, une des premières difficultés, je vais parler d'abord des difficultés avant de terminer sur ce qu'on a fait et ce qu'il nous reste à faire, c'est de quelle crise parle-t-on. Ici, vous avez un de mes collègues infirmiers, IRF, infirmier responsable du flux, qui est quelque chose qu'on a dû mettre en place. Moi, il y a 20 ans, j'ai travaillé au CADOL et dans l'ancien Portales. Jamais j'avais vécu cette situation où on doit commencer à traiter des patients dans le couloir. Donc là, l'infirmier perfuse un patient dans le couloir pour lui donner de la morphine en attente de pouvoir avoir une salle d'examen qui permette d'examiner et de soigner plus correctement le patient et de finir le traitement. Donc on a un niveau de crise larvée, pas politique, ça je ne parle pas de ça, je l'ai déjà dit, mais de crise larvée et de flux tendu dans les services d'urgence. Vous l'avez peut-être vu récemment, l'Obsan a sorti un document qui montre qu'il y a un taux de visite dans les services d'urgence, en général dans les pays occidentaux, qui sont importants et qui peuvent mettre en péril la bonne prise en charge de nos patients dans certaines situations, même standards et quotidiennes. Alors là, j'ai pris récemment, lors d'un début de garde, l'état. Donc on a un tableau dans le service avec l'état de l'activité de l'hôpital. On fait des pointages quotidiens, multi-quotidiens de l'activité de l'hôpital et on voit qu'on a 7 places aux soins intensifs, on est content. Donc si on a un patient très gravement malade, on va pouvoir le placer assez vite. Mais pour le reste des unités, y compris à la Chaux-de-Fonds, qui sont, là c'était à Portales, la Chaux-de-Fonds c'est ces unités-là, il y a 4 places à la Chaux-de-Fonds, à Portales 3 places, et puis l'unité de gériatrie nous dit peut-être qu'on a 3 départs dans la soirée. Statistiquement, on a 20 à 25 patients qui sont hospitalisés par jour dans le service à Portales, donc on met des ronds dans des carrés tous les jours dans nos services d'urgence. Un peu plus tard dans la journée, ça ne s'est pas amélioré puisqu'on a déjà fait des entrées et on va devoir gérer tout ça. Il y a maintenant un service d'ailleurs qui s'occupe spécifiquement de gérer le placement des patients dans l'hôpital. Donc ça, c'est une des premières difficultés. On est souvent déjà assez chargé au moment où va survenir un événement particulier auquel on va devoir s'adapter. Excusez-moi. La deuxième difficulté, c'est l'information, la communication avec l'extérieur. Moi, je fais partie effectivement du groupement des médecins chefs des secours, comme la plupart de mes collègues cadres des urgences, puisqu'on a eu une formation spécifique là-dessus. Donc, quand je suis à l'extérieur sur un événement, je suis en direct, je vois le nombre de patients, je vois à peu près la problématique, brûlés, intoxiqués, traumatisés. Il va falloir que je puisse le communiquer à l'hôpital ou aux hôpitaux receveurs
Et c'est un des premiers problèmes qu'on va avoir dans tous les retours d'expérience au niveau mondial de ces événements majeurs. On a un problème de communication qui est souvent jamais résolu ou qui doit être résolu par la suite. Par exemple, les attentats de Londres 2005, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas le même réseau radio entre la police, les pompiers et les ambulanciers, donc ils n'arrivaient pas à se parler. Entre-temps, ils se sont améliorés suite à cet attentat. Donc, un des problèmes, c'est de savoir qu'est-ce qui va nous arriver, quel type de patients vont nous arriver, quel type de spécialistes peut-être on va devoir recruter, comment on va monter en puissance, est-ce qu'il y a des enfants, toutes ces questions qui ont déjà été évoquées, et d'éviter, si possible, comme le disait M. Maillardet, qu'on nous envoie, on sature un des hôpitaux éventuellement receveurs avec un grand nombre de victimes qui va bloquer complètement le système hospitalier qui contient, je vous le rappelle, des autres patients qui ne font pas partie d'un événement majeur et qui ont besoin d'être traités. Si vous venez avec un infarctus aux urgences, au même moment où on reçoit un certain nombre de patients d'un événement majeur, on doit être quand même en mesure de vous traiter et de ne pas vous faire perdre des chances de survie. Donc une fois qu'on a réussi, si on réussit à avoir ces informations, on va devoir analyser l'information, lancer l'alerte de manière proportionnée. Évidemment, on a un bouton maintenant où on peut appeler tout le monde. C'est le bouton qu'on ne veut jamais utiliser parce que gérer l'afflux de personnel en même temps que l'afflux de patients, c'est quelque chose d'extrêmement complexe et qui n'est pas recommandé. Donc, on a en fait une cellule de crise qui est composée du médecin cadre des urgences sur place, la permanence de sécurité qui est d'astreinte, de piquet à la maison, mais qui est d'astreinte 24 heures sur 24, et de l'infirmier chef de service de garde qui est également d'astreinte à la maison et mobilisable 24 heures sur 24. Et c'est ces trois personnes qui vont décider si on monte en puissance, si on déclenche un pré-plan ou une pré-alerte, ou bien une alerte un peu plus globale. Ça s'appelle la cellule de crise. La cellule de crise va aussi déterminer si, en fonction du type d'événement auquel on fait face, on va avertir le piquet de la direction générale. Donc, il y a aussi un piquet parmi les membres de la direction générale qui va éventuellement présider un état-major de crise qui est composé d'autres spécialistes chargés de communication, la sécurité, le chef technique supérieur, parce qu'on a souvent des problématiques techniques ou de matériel. On a besoin de plus de matériel. Vous avez un grand nombre de brûlés potentiellement qui viennent. Il faut des pansements, il faut un certain nombre de choses qu'on n'a pas forcément en stock dans le service. Le médecin cadre des urgences et puis l'infirmier cadre seront également de la partie. Un autre problème qu'on a dans l'analyse des informations et lancer l'alerte de manière proportionnée, c'est le type d'événement auquel on fait face. Il y a les patients, ça c'est un problème, quel type de patient, etc. Mais il y a aussi d'autres problématiques qui peuvent toucher éventuellement l'hôpital. Et il y a une planification en fait qui prévoit certains événements comme un feu dans la structure hospitalière, une alerte à la bombe. On n'est jamais à l'abri, même si potentiellement il n'y a pas de bombe, mais il peut y avoir une alerte et on doit faire en sorte de ne pas faire prendre des risques à nos patients. Après les événements extrêmes, tremblement de terre avec une atteinte de l'infrastructure hospitalière qui va poser des gros problèmes de gestion de crise. Ensuite, quatrième difficulté, organiser la phase d'accueil. Ça, c'est le travail des urgentistes en particulier. Là, vous avez une image des urgences de Portales lors d'une de mes récentes gardes. Je ne sais plus quelle heure c'était, mais c'était en début de soirée. Vous avez ici la salle d'attente avec 13 personnes, tout le service qui est quasiment plein, et puis on a encore une partie observation, etc. Et c'était également un soir où on n'avait plus de place dans l'hôpital pour hospitaliser les gens. C'était une des raisons aussi de la surcharge du service. Quand ça arrive à ce moment-là, évidemment, ce n'est pas tout à fait la même problématique qu'un événement qui peut arriver à 4 heures du matin avec un service qui est moitié vide par rapport à ce niveau d'engagement. Donc, c'est des choses qu'on doit prendre en compte dans la gestion de crise. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces patients? Alors, le chef des urgences de Sion, le Dr Fishman, était venu nous parler de l'événementiaire, de comment ils avaient pris en charge ces enfants flamands, belges flamands qui étaient venus
à Sion, aux urgences, il avait vidé la salle d'attente. Il était allé dire aux gens, voilà, qu'est-ce que vous avez? En fonction de ce que vous avez, vous allez à Sierre ou à Martigny, mais on ne peut pas vous recevoir ici. Donc c'est ce genre de choses potentiellement. On doit dédier un médecin à aller évaluer tous les gens qui sont là et les orienter vers d'autres structures hospitalières, ou bien vers leur médecin traitant le lendemain. Après, il y a des façons d'organiser un accueil dans un service d'urgence. Ça, c'est un schéma anglais. Les Anglais ont pas mal d'expérience et ont des normes et des règles et des obligations, en fait, pour être accrédités pour la prise en charge d'un certain nombre de types de pathologies. Ils doivent prouver qu'ils sont entraînés, entre autres, à la gestion de crise, ce qui n'est pas encore un niveau de législation qu'on a en Suisse. Donc, on a un système de tri. Donc, les choses auront été faites en préhospitalier par nos collègues ambulanciers, les SMUR, les médecins chefs d'ESCO et ambulanciers chefs d'ESCO, mais on doit retrier à l'entrée de l'hôpital et déterminer si les patients peuvent aller dans un secteur ambulatoire. Typiquement, on a un hôpital souterrain ici à Portales. Les patients qui seront en état de marcher vont être probablement acheminés vers le centre opératoire protégé, le COP, qui est cet hôpital souterrain avec des personnels dédiés qui vont s'occuper d'eux. Et les patients qui seront moins en bobologie, mais qui auront des problématiques vitales, vont être évalués dans le service des urgences par des équipes qui devront être composées plus nombreuses, bien plus nombreuses que d'habitude. Donc il y a un système de montée en puissance possible. On peut rappeler des gens à la maison, etc., etc., pour permettre la prise en charge en parallèle d'un certain nombre de cas urgents qu'on ne peut pas, une capacité qu'on ne peut pas avoir au quotidien. Donc il faut augmenter notre capacité par rapport au quotidien. Et ensuite, il y a toute la problématique du goulet d'étranglement des soins intensifs, ici, et du bloc opératoire. Problématique qu'ils ont eue à Paris. On a un anesthésiste de la Pitié-Salpêtrière qui est venu nous expliquer un petit peu la prise en charge après le Bataclan des urgences chirurgicales à la Salpêtrière. Ils ont dû ouvrir, ils ont normalement 2 salles d'opération ouvertes la nuit, ils ont réussi à en ouvrir jusqu'à 13, avec un certain nombre de gens qui sont venus spontanément en regardant les infos avant d'avoir été appelés. Donc il y a eu aussi une solidarité. Lors de l'événement de Sion, il y a eu aussi une grosse solidarité qui a permis, en fait, même si certains n'étaient pas appelés, qu'ils se présentent spontanément à l'hôpital. Donc on compte un peu là-dessus, mais évidemment, en fonction de la période de l'année, ça peut être plus problématique l'été, quand les gens sont en vacances. C'est plus difficile de pouvoir recruter et monter en puissance. Ensuite, il y a la continuité des soins. Comme je vous ai dit, il y a des gens qui sont peut-être en train d'être opérés, d'autres qui sont aux soins intensifs, intubés. On ne peut pas vider tout le bloc opératoire, les soins intensifs. Il faut une organisation et des médecins expérimentés qui puissent prendre des décisions. Il faut pouvoir décider d'arrêter, par exemple, le programme opératoire ou pas. C'est des décisions qui peuvent être délicates en fonction du type de patient qu'on est en train de prendre en charge. Et puis, comme je vous disais, il y a des patients qui arrivent avec d'autres choses par-dessus l'événement majeur et qu'on doit pouvoir prendre en charge, en tout cas trier et orienter vers ailleurs éventuellement. 6e difficulté du monde hospitalier, mais pas que. Je pense que dans le monde préhospitalier, c'est aussi quelque chose qu'on a tendance à pas forcément entraîner beaucoup. C'est ce qu'on appelle le rétablissement, le business retour au business as usual. C'est comment on fait pour revenir finalement à un niveau, comment on fait pour que les gens se reposent, pour ne pas épuiser les équipes, et puis pour pouvoir, combien de temps on met pour que l'hôpital se remette finalement dans un fonctionnement qui est habituel. Et ensuite, alors ça c'est aussi anglais, il y a systématiquement chez les Anglais, de manière légale, un audit qui est fait à l'interne et par une société externe qui va évaluer si le plan a bien été appliqué, qu'est-ce qu'il faut modifier, etc. Et c'est comme ça qu'on s'améliore. Ce n'est pas du tout encore la culture en Suisse dans le milieu hospitalier. Il n'y a rien qui nous oblige à le faire. Et on n'a pas eu d'événement majeur au point de devoir le faire, mais je pense que c'est quelque chose qu'on doit, lorsqu'on fait de la planification, prévoir. Alors, où est-ce qu'on en est? Sommes-nous prêts? Comme mes collègues l'ont dit, on ne peut jamais s'estimer prêt pour ce genre de situation. Il y a quand même des choses qu'on a faites au niveau de l'hôpital. Et là, je ne parle pas du SMUR et du préhospitalier, où il y a eu un gros travail effectivement qui a été fait avec les partenaires, ce qu'on appelle les partenaires feu bleu. La collaboration avec les partenaires externes, on est ce soir, je pense qu'on peut le montrer dedans, même s'il y a encore beaucoup de choses et d'interfaces à régler entre l'extérieur de l'hôpital et l'intérieur de l'hôpital.
On a actualisé nos systèmes d'alarme avec maintenant une possibilité électroniquement de lancer des alarmes à des groupes particuliers de personnel, les pédiatres, le groupe technique, des chirurgiens, des orthopédistes, etc. On peut le faire de manière discriminée grâce à la technique qui nous permet depuis récemment de fonctionner comme ça. La formation des personnels d'urgence, on n'est jamais assez formé, mais on a commencé à se former à la gestion de catastrophes, et y compris à la prise en charge des plaies de guerre, quelque chose de relativement récent. Et puis, la formation du personnel de sécurité et de la direction générale a également été faite, ce qui ne veut pas dire former, ne veut pas dire être prêt, ça veut dire on est conscient, on sait comment on devrait agir, est-ce que ça va marcher le jour où ça arrive, on ne le sait pas, mais il faut faire des exercices, y compris éventuellement à grande échelle dans ce cas-là. On entraîne et planifie la phase d'accueil. Je ne l'ai pas mis en vert parce que ça, c'est quelque chose aux urgences, d'entraîner une phase d'accueil alors que le service est plein. On ne peut pas réellement le faire lorsqu'il y a des vrais patients pour des raisons évidentes. On a la chance à Neuchâtel chaque année d'avoir un afflux massif de patients le dernier week-end de septembre qui nous met en position par rapport à d'autres cantons, et ils nous envient un peu quand même. Et ils viennent chaque année, il y en a chaque année qui viennent voir comment on gère la fête des vendanges. Donc la fête des vendanges, il y a 3 postes médicaux avancés en ville, les ambulanciers sont montés en puissance, la police monte en puissance, l'hôpital monte en puissance, on ouvre le centre opératoire protégé les 3 nuits, on a plus de personnel et on peut entraîner chaque année des parties éventuellement de plans, on peut entraîner le tri. Bon, on a plutôt le même type de patient tout le temps. C'est vrai qu'on n'est pas très, c'est pas très compliqué d'un point de vue diagnostic. Quoi qu'il y en a de temps en temps qui se cassent la cheville en plus d'être alcoolisés. Il y a aussi les drogues. On peut faire la palette de toutes les intoxications. Là, on s'entraîne bien chaque année, mais ça permet réellement, ça nous a permis de beaucoup avancer en fait dans l'organisation de l'accueil et du tri aux urgences. Et puis bon, il y a un certain nombre de choses dont on est conscient et pour lesquelles on n'est pas encore vraiment au niveau qu'on estime nécessaire. Les problèmes de communication, la centrale d'appel, une des choses qui arrivent fréquemment en cas d'événement majeur, c'est que les familles ou les gens qui pensent que peut-être un de leurs proches a été dans un événement va appeler la police, appeler à gauche, à droite, appeler l'hôpital. Et là, il faut avoir une capacité de monter en puissance au niveau de la centrale d'appel, de mettre en place une hotline, etc., pour pouvoir renseigner les familles, éviter que tout le monde vienne dans le grand hall de Portales. Il est grand, mais quand même, ça ferait beaucoup de monde. C'est des choses encore qu'on doit régler. Une salle d'état-major, on en a une dans l'hôpital, mais qui n'est pas encore équipée au niveau qu'on espérerait. Et puis, on a ce problème de l'entraînement au-delà des urgences. C'est quelque chose qui est très peu fait en Suisse. Peut-être à l'Inselspital, ils ont un petit entraînement là-dessus, mais il n'y a pas d'entraînement en grandeur réelle de la gestion des soins intensifs, le bloc opératoire et la suite avec le rétablissement dans nos hôpitaux en Suisse en général. Donc il faut former les personnels au-delà des urgences. Les urgentistes, on a une formation obligatoire pour être certifié à la médecine de catastrophe, mais aucun de nos autres collègues spécialistes n'a cette formation. Donc il y a beaucoup de gens qui n'ont aucune notion, même si à l'interne on a fait des formations ou des informations plutôt, c'est quelque chose qui devrait probablement être beaucoup plus consolidé. Les entraînements d'état-major et à plus large échelle devraient être plus fréquents. Les Anglais en font 2 par année au niveau de l'état-major. Tous les 3 ans, un entraînement à grande échelle. S'ils ne le font pas, ils ne reçoivent plus de prestations d'intérêt général dans une certaine mesure. Donc il y a une histoire financière qui pousse les hôpitaux finalement à le faire. Il n'y a que ça qui a fonctionné, à part les attentats et les autres choses majeures. Et puis la finalisation d'un plan global. Nous, on avait dû mettre en place un plan en raison de l'Euro 2008. C'était nécessaire. Il a vieilli. On en a modifié certaines parties. On est en train, en fait, là, avec un de mes collègues, de reprendre le plan de A à Z. Et puis, il faut qu'on instaure cette culture de l'erreur et de l'audit. Comment on évalue si on est bon ou pas, comment on évalue, comment l'entraînement est fait et les résultats finaux. Donc, on a du pain sur la planche, mais on est conscient des enjeux et d'un point de vue
suisse, et en tout cas roman. On n'est pas à Neuchâtel, à la ramasse, si j'ose dire, par rapport aux autres cantons, même universitaires. Moi, j'ai travaillé longtemps au HUG à Genève. C'est évidemment beaucoup plus complexe à organiser dans ce type d'hôpital universitaire. Mais je peux vous dire, on n'a pas à envier leur organisation, puisque on est les médecins urgentistes romans, on se voit régulièrement pour parler de ce genre de choses, on fait des formations en commun, donc on sait à peu près qu'on se tient les uns les autres en termes de préparation. Merci.